Yves Saint Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leurs désirs. Des femmes qui revendiquent une vision assumée de leur féminité. Parce que la beauté Yves Saint Laurent est une déclaration d'indépendance radicale, sans compromis. Écoutez leur voix. Le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisé, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. Comment aimer quand tout vous sépare ? Elle est une députée de gauche, il est un élu de droite. Et malgré leur rivalité politique, ils tombent amoureux. Elle le paiera cher. La politique ne pardonne rien, et encore moins aux femmes. Quelle place pour le corps, l'amour et le désir dans l'arène politique ? Comment endosser le costume du pouvoir, quand il est taillé par et pour les hommes ? Comment affirmer aussi sa féminité sans rien céder, ni sur ses désirs, ni sur ses idéaux ? Je suis Dalila Kershouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Filippetti, ex-députée, ex-ministre et romancière. Il y a 15 ans, vous aviez publié un roman puissant et personnel, Les derniers jours de la classe ouvrière, sur la fin des mines en Lorraine. Vous avez aussi été ministre de la Culture sous François Hollande. Et vous venez de publier Les Idéaux aux éditions Fayard. C'est un roman d'une rare sincérité et d'une grande force. Vous racontez avec un regard sans concession une passion orageuse sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est très inspiré de votre histoire personnelle. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous avez grandi en Moselle dans un milieu très engagé. Votre père était un ancien mineur, devenu syndicaliste, puis maire communiste dans une petite commune sinistrée par la crise. À la maison, la famille et la politique étaient intimement liées. Comment est-ce que cette énergie a traversé la petite fille que vous étiez ? Quels souvenirs en gardez-vous ? J'ai le souvenir d'abord d'une grande fierté d'appartenir à une famille comme la mienne. Enfin, j'étais une enfant très heureuse. Et en même temps, il y avait quand même une forme de menace qui pesait sur nous, qui était les fermetures qui se succédaient, des mines et des usines. Ça rendait notre joie encore plus profonde parce que elle était un petit peu colorée d'un air de demain, ça sera différent. Et cette menace qui pesait sur votre famille, enfant, vous la sentiez ? Je la sentais pas peser sur ma famille, mais disons sur tout cet univers dans lequel on vivait. Parce que, au fond, ma famille était plutôt privilégiée au sein de ce monde ouvrier-là, parce que ma mère travaillait d'abord. Elle travaillait dans un collège, donc elle était fonctionnaire, il y avait une sorte de sécurité. Et puis, mon père faisait de la politique, il était élu, donc en plus d'être mineur, d'être délégué mineur, il avait aussi un mandat qui lui donnait beaucoup de satisfaction. Et donc moi, j'avais l'impression qu'on était en quelque sorte protégés. Mais tout autour, tous les gens que l'on connaissait, et, je dirais notre environnement, le paysage, enfin, partout où on passait, il y avait partout sur les murs écrit « La Lorraine vivra ». Et donc, quand vous avez 6-7 ans et que vous voyez partout écrit « La Lorraine vivra », vous vous dites « Mais pourquoi est-ce qu'elle devrait mourir ?» Donc se côtoyer le désespoir et la révolte. Oui, c'est ça. La colère, le combat, la non-résignation, puis un grand courage, quoi. Mais en même temps, une menace qui était en fait diffuse, qui n'avait pas de visage. Je ne comprenais évidemment pas pourquoi. Et l'énergie du combat politique et syndicaliste de votre père, comment, petite fille, vous le perceviez ? D'abord, moi, je trouvais que justement, il y avait beaucoup de courage et de courage physique. Dans, par exemple, les manifestations, il y avait la police ou voire parfois les CRS. Donc, il fallait un courage physique de la part de tous ceux qui allaient manifester. Et parfois, nous, les enfants, on participait aussi. Donc, c'était extrêmement exaltant, amusant. On se sentait important. Vous avez le souvenir d'une manifestation qui vous a marqué ? Oui, j'ai le souvenir de ça, d'être très fière à côté de mes parents dans des manifestations
manifestations. Et puis, il y avait aussi mon père qui faisait les discours. Sa voix, la force de sa parole, la chaleur de sa voix, la profondeur de sa voix, tout ça était... pour moi, c'était évidemment très, très marquant. Donc, j'assimilais ce combat à la voix de mon père. Comment était sa voix ? Elle était très chaude, assez grave, avec un petit côté rocailleux, qui venait peut-être à la fois de la cigarette et de la mine. Mais oui, il avait une voix de tribun. Et quel père était-il ? Il était, c'était un modèle. C'était mon père, ce héros, vraiment, parce qu'il était à la fois charismatique, il suscitait l'admiration et aussi la sympathie. Et il avait beaucoup d'empathie lui-même pour les gens, une grande capacité d'écoute. Puis il était joyeux, très drôle, très blagueur en même temps. Et par ailleurs, dans l'éducation, assez sévère aussi, parce que c'était un Italien, donc avec un côté méditerranéen. Donc j'ai une éducation assez stricte. Mais en même temps, voilà, il était absolument fascinant. Donc j'étais totalement en admiration devant mon père, bien sûr. Est-ce qu'il y avait une dimension un peu patriarcale à la maison ? Je dirais pas patriarcale, parce qu'en fait, ma mère travaillait, ce qui était très important et qui n'était pas en fait fréquent à l'époque dans ce milieu. La plupart de mes amis, leur mère ne travaillait pas en fait. Pour moi, en tout cas, j'avais un modèle féminin d'identification et ma mère était extrêmement attentive à elle-même ayant été très pauvre, très jeune et n'ayant pas pu faire d'études alors qu'elle en aurait rêvé. En fait, elle me transmettait cette absolue nécessité pour les femmes de conquérir leur indépendance, de ne jamais dépendre d'un homme. Donc pour elle, ça passait bien sûr par les études et elle me poussait beaucoup dans les études. Donc je dirais pas que c'était patriarcal, c'était il y avait une répartition des tâches malgré tout parce qu'on était dans les années 70 et c'était pas du tout le partage égalitaire des tâches domestiques, mais enfin en ce qui concerne l'autorité, ma mère avait aussi beaucoup d'autorité. C'était deux forts caractères en fait, mes parents. Pour des raisons différentes, mon père était plus dans l'extériorité, vers l'autre, vers la cité en fait, justement dans le politique. Ma mère était plus justement à l'intérieur du cercle familial et puis dans son travail, donc dans l'éducation, dans l'enseignement, puisqu'elle était agent comptable dans un collège. Mais elle avait aussi beaucoup de force. Vous étiez une adolescente très studieuse. Mais déjà, à cet âge, vous êtes traversée par un sentiment de révolte. Racontez-moi. Oui, alors à la fois, j'étais amoureuse de mes études et des livres, et en même temps, j'avais, surtout quand je suis partie au lycée, à Metz, donc là, j'ai dû quitter mes parents, aller à l'internat, parce que c'était un petit peu loin de chez nous. Et là, j'ai découvert un autre monde, un monde de gens beaucoup plus aisés, beaucoup plus favorisés, en fait, que le monde dans lequel j'avais grandi. Et j'ai éprouvé un sentiment d'injustice. Pas tellement par rapport à moi. Encore une fois, moi, je me vivais plutôt comme quelqu'un d'assez privilégié dans mon milieu, mais plutôt par rapport à mes amis ou à des gens de ma famille. Ce qui me révoltait, c'était que tout le monde, tous les enfants comme moi, tous les jeunes comme moi, n'aient pas la même chance que la mienne et que ceux qui se retrouvaient avec moi au lycée à Metz. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'injustice. Parce que beaucoup de mes amis étaient partis, en fait, ailleurs, dans d'autres lycées, disons, qui avaient moins bonne réputation que le grand lycée de centre-ville de Metz. Donc ça a provoqué chez moi une grande injustice. Et puis aussi l'impression que finalement, il y avait assez peu d'intérêt de la part des jeunes de ce milieu, on va dire de la moyenne bourgeoisie, pour les gens qui étaient de milieu populaire. Donc une forme d'aveuglement qui me choquait beaucoup, en fait. À l'adolescence, il y a aussi le corps qui change. Les premiers amours, ça se passe comment pour vous ? J'ai longtemps, en fait, refusé complètement ma féminité. Je vivais dans un milieu, je vous dis, d'origine méditerranéenne, italienne, donc avec une forte, on va dire une forte tendance quand même à une certaine misogynie, et ça m'insupportait. Ça s'exprimait comment, concrètement ?
Par exemple, justement, les filles débarrassaient la table, pas les frères. Les femmes faisaient à manger quand il y avait des repas de famille ou des cérémonies quelconques. Voilà, c'était jamais les hommes. Les hommes n'allaient pas à la cuisine. La cuisine était l'univers des femmes, le ménage aussi. Enfin, voilà, ces questions étaient absolument évidentes. Et moi, ça me choquait beaucoup. Et je n'arrivais pas du tout à l'accepter, ni à le tolérer. Et comment on séduit quand on est une fille plutôt sérieuse et cérébrale comme vous l'étiez ? Est-ce que votre corps était votre allié ou pas ? Ma première vraie histoire était plutôt une histoire qui était au fond, au départ, une histoire autour d'un amour commun de la philosophie, par exemple. On étudiait ensemble et on travaillait ensemble, on échangeait nos fiches de lecture et on était passionnés par Nietzsche. Donc on exerçait comme ça notre volonté de puissance. En fait, je sublimais beaucoup le sentiment amoureux à travers, par exemple, la poésie et l'écriture. Donc j'écrivais des lettres et je cherchais à exprimer à travers les mots ce que le corps ressentait sans que ce soit formulé. Donc, j'ai souvenir d'avoir écrit beaucoup de lettres à la personne dont j'étais amoureuse. Et donc, l'amour passait par l'écrit, par les lettres, en fait, par la correspondance. Et pas tant par le corps. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et puis après, c'est passé par le corps, bien sûr, heureusement. Mais c'était toujours, au fond, très, très sublimé, quand même. Devenir femme... Jeune femme, est-ce que ça va aussi avec une forme de contrôle de son corps ? Alors, je pense que plus jeune, je ne le contrôlais pas ou je ne le comprenais pas suffisamment. Et j'ai appris, avec l'âge, d'ailleurs, je trouve que c'est un des grands bonheurs du fait de vieillir, tout simplement, mais on se connaît beaucoup mieux soi-même. On connaît son propre corps, on connaît ses réactions et on connaît les moments où on peut, au fond, déraper ou peut-être tirer trop sur la corde. Moi qui avais toujours mis l'aspect spirituel ou intellectuel au-dessus de tout, je me suis rendu compte qu'en fait, le psychologique était totalement connecté, totalement dépendant du physiologique. Et du coup, ça donne de la maîtrise sur soi. Vous êtes d'abord enseignante, ensuite vous prenez rapidement des responsabilités politiques chez les Verts, puis au Parti socialiste auprès de Ségolène Royal. Vous décrivez dans votre roman un monde politique horriblement misogyne. Est-ce que ça vous saute aux yeux dès le départ ? Oui, ça arrive très vite. C'est-à-dire que d'abord le monde politique est composé majoritairement d'hommes. Ça, au moment où moi j'arrive, oui, c'est assez évident. Je suis d'ailleurs allée d'abord chez les Verts, en partie parce qu'ils étaient très respectueux de la parité et de la place des femmes. Et ça, déjà, en 2000, tout était paritaire, tout était organisé pour les prises de parole, par exemple, pour que les femmes soient aussi représentées que les hommes. Donc c'était l'une de mes motivations pour aller chez les Verts. Mais ceci dit, il y avait, et ça reste, ça demeure, une misogynie absolument, absolument terrible qui fait que, en fait, on va utiliser le corps des femmes pour tenter de discréditer leurs paroles. Donc un adversaire politique va systématiquement vous ramener à votre statut de femme d'une manière ou d'une autre. Et ça passe la plupart du temps par des plaisanteries, bien sûr. Ça passe par une forme de ce qu'ils appellent l'humour, mais qui n'en est pas en fait, parce que le message qui est derrière, c'est bien un message quand même de domination. Tu restes à ta place. Vous avez des souvenirs de plaisanteries blessantes ? Alors, j'ai des souvenirs de plaisanteries, par exemple, la première fois que j'ai participé à la pose d'une première pierre de gendarmerie, donc je venais d'être élue députée, et le conseiller départemental du coin m'a dit prenez la truelle. Et il a dit, de toute façon, elle va faire ça très bien, parce qu'elle est habituée à manier la pelle à tarte. Je me suis dit, bienvenue dans le monde réel. Bon, mais comme ça, il y en a des dizaines. Et parfois, beaucoup plus vulgaires. Celle-là, au moins, elle n'était pas vulgaire. Mais des plaisanteries qui sont vraiment insultantes pour les femmes, on en entend. Et si vous avez le malheur, en tant que femme,
de vous offusquer ou de dire quelque chose, vous passez, vous, pour en fait une mauvaise coucheuse, j'allais dire. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc vous êtes relégué à, au fond, elle comprend pas l'humour, elle a pas d'humour, ou bien c'est une passionnariat du féminisme. Donc en fait, les femmes sont toujours coincées. Quelle que soit la position qu'elles adoptent, qu'elles choisissent de faire semblant de participer aux plaisanteries ou de les refuser, eh bien, elles sont toujours prises au piège. Vous avez dit dans Madame Figaro qu'une femme jouisse d'une autorité, notamment sur des hommes, demeure une transgression. Pourquoi et comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement ? Je pense que la femme en position de pouvoir, c'est encore quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif extrêmement scandaleux. Parce qu'au fond, elle s'accapare le symbole phallique par excellence, qui est le pouvoir, qui va être, en l'occurrence, le micro quand on fait de la politique, quand on est à l'Assemblée, à la tribune, le pouvoir de décision. Donc tout ça, c'est phallique, bien entendu. Et donc une femme qui a du pouvoir, elle est toujours considérée par les hommes comme une menace. Elle est forcément castratrice. Et donc, il faut la rabaisser d'une manière ou d'une autre. Ça peut se faire, par exemple, en lui coupant la parole systématiquement dans une réunion, en faisant des plaisanteries quand elle parle, ou en racontant n'importe quoi sur elle par ailleurs. Ça vous est arrivé ? Oui, quand on parle, en tant que femme politique, on est coupé 9 fois sur 10 par des hommes, par des bavardages, par des interruptions, etc. Et plus vous montez dans les hautes sphères du pouvoir, est-ce que cette misogynie augmente ? Elle est très présente à l'Assemblée. Quand on est ministre, c'est un petit peu moins flagrant parce que les gens ont peur de vous. Ils n'osent pas certaines choses. Mais néanmoins, ça continue sous d'autres formes. Je dois dire que je trouve que, par exemple, les journalistes ne sont pas du tout assez vigilants à ce qu'ils écrivent ou à ce qu'ils disent dans les reportages sur les femmes politiques. 9 fois sur 10, on a droit à des commentaires, d'ailleurs flatteurs ou pas flatteurs, mais enfin, sur la manière dont on s'habille, la manière dont on parle, comment on est coiffé. Enfin, c'est des choses comme ça qui n'existent pas pour les hommes. Donc, au fond, toujours la même chose, on est ramené à ce statut de femme, alors que les hommes sont neutres. Voilà. Les femmes sont ramenées à un statut d'objet de désir et non pas d'être actrices de leur désir. Objet de désir, objet de fantasme, beaucoup. Vous voyez, par exemple, un homme politique, on considère que il est normal qu'un homme politique ait une vie sentimentale ou sexuelle finalement très libre. En France, en tout cas, c'est considéré comme normal. Ailleurs, aux États-Unis, évidemment, c'est pas le cas, mais parce qu'il y a une forme de puritanisme, mais ceci dit, rappelons-nous l'histoire de Bill Clinton, finalement, même pour les Américains, on voit bien qu'ils sont extrêmement tolérants avec les hommes. Si ça avait été une femme qui avait fait ça dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, je pense qu'elle aurait été rayée des livres d'histoire. Aurélie, beaucoup de femmes disent qu'à l'épreuve du pouvoir, leur corps et leur rapport au corps se transforment. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Alors, il faut apprendre, par exemple, à maîtriser sa voix. Ça, c'est très important. La voix qui part dans les aigus ou qui est trop faible, sont des gros handicaps. Donc, or, la voix, c'est le corps, bien sûr, ça part du ventre. Donc, il faut vraiment avoir une maîtrise très forte. Il faut faire quasiment des exercices, quoi. Puis après, il y a l'affirmation d'une autorité dans la voix. Et ça s'apprend avec l'expérience, je crois. Enfin, pour ma part, ça a été comme ça. Au début, à l'Assemblée, quand je prenais la parole, vraiment, je me forçais pour prendre la parole. J'écrivais systématiquement tout ce que j'allais dire. Et c'est petit à petit que j'ai appris à pouvoir me laisser porter simplement par mon propre discours intérieur. Donc, une forme d'improvisation orale. Et du coup, c'est une conquête de liberté immense, bien sûr. Et c'est même un plaisir. Et là, on découvre ce qu'est le plaisir de discourir, de l'art oratoire, en fait. Donc, ce qui est absolument, effectivement, quand ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est absolument jouissif. De sentir qu'on capte un auditoire, qu'on renverse une salle, qu'on suscite une attention, une émotion, un sentiment dans une salle. Oui, c'est vraiment un plaisir physique. C'est très, très, très exaltant, très enivrant.
Comment vous pourriez définir ce charisme au féminin ? C'est sans doute la capacité à un moment donné de susciter une adhésion dans un auditoire. Donc il y a une forme de séduction, mais qui aussi fait oublier peut-être qu'on est une femme. Pour moi, c'est ça. Par le discours, par la parole, par la présence, par l'écoute, je pense qu'on construit ça peu à peu, que le chemin est sans doute plus compliqué que chez un homme. Il y a des hommes qui ont, par exemple, une voix qui tout de suite suscite l'écoute, suscite l'attention et au fond, une voix très persuasive qui pose une autorité immédiate. Chez les femmes, c'est beaucoup plus rare. Il faut bien dire qu'il y a peu de femmes qui ont des voix suffisamment puissantes, graves, pour incarner comme ça l'autorité spontanément. Donc ça passe par vraiment la construction du discours, la construction de la présence. C'est une conquête, vous disiez. C'est une conquête pour les femmes. L'éloquence n'est pas considérée comme féminine. L'éloquence relève encore du prestige des hommes, pour beaucoup. Alors moi, je participe par exemple à des jurys de concours d'éloquence. Et souvent, les jeunes femmes, quand elles participent à ce genre de concours, elles adoptent du coup le ton de l'humour, de l'autodérision, pour essayer d'anticiper sur d'éventuelles critiques. C'est une forme de protection. C'est une méthode qui peut fonctionner. Mais du coup, comme c'est systématique, on se rend compte que c'est plus difficile pour une femme d'avoir un discours strictement au premier degré sur une persuasion pure. Vous avez été ministre de la Culture. Comment vous avez incarné dans votre corps la fonction politique ? Comment on endosse le costume du pouvoir ? Alors ça, c'est très difficile au fond. Ça semble une question triviale. En fait, pas du tout. Le corps doit incarner, doit représenter le pouvoir. Il y a une forme de mystère là-dedans, mais vous êtes seul, là, en l'occurrence, face à votre miroir, à vous dire, bon, il faut que je me transforme, il faut que quelque chose se transforme en moi pour que j'incarne ce que je suis. La fonction. Il y a un rapport, évidemment, à la manière dont on s'habille, dont on se tient, dont on se coiffe. En fait, j'ai remarqué, par exemple, que la plupart des femmes politiques se coupent les cheveux. Parce que les cheveux longs, c'est vraiment la femme séductrice. C'est la sensualité, donc c'est l'alcôve en fait, et c'est pas du tout l'autorité. C'est une question de savoir si on peut avoir les cheveux lâchés, longs, comme ça, assumés, et tout en étant dans une position d'autorité. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes devenu ministre ? Vous avez vous aussi coupé vos cheveux ? Au départ, je ne l'ai pas fait. J'ai fini par le faire, peut-être un peu tard d'ailleurs. Vous voyez, c'est assez bête comme préoccupation, mais je pense que ça a une importance parce qu'on est dans le registre du symbolique. Et quand on est dans un poste d'autorité, on est dans le symbolique. On doit incarner. Et ça passe par l'image, surtout aujourd'hui. Donc cette image, elle doit à un moment donné être en adéquation avec la fonction que vous êtes censé représenter. C'est pas seulement une question de dire c'est pratique d'avoir les cheveux courts. Non, c'est que du coup, on n'est pas dans un registre de séduction. Enfin, on dit tout de suite, on n'est pas dans un registre de séduction. On peut être une autorité. Et au fond, c'est très archaïque. Ce sont des comportements très archaïques. On voit bien dans certaines civilisations, certaines cultures, les femmes doivent se couvrir les cheveux. Eh bien, même quand vous êtes au pouvoir, les cheveux continuent d'exprimer la sensualité. Si vous regardez, par exemple, Marlène Schiappa, elle a toujours droit à des commentaires sur ses cheveux, parce qu'elle les porte longs et lâchés. Et ce n'est pas anecdotique. C'est vraiment lié à ça, à ce que ça symbolise, les cheveux lâchés. Donc la séduction. Oui. Vient ce moment, Aurélie, où vous tombez amoureuse d'un homme politique. Votre histoire personnelle a nourri votre dernier roman, Les Idéaux. Comment est-ce que vous avez eu envie d'écrire sur ce thème ? Alors parce que c'est quelque chose de très romanesque d'abord. De vivre une histoire avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que vous, surtout quand la politique est votre vie, votre fonction, quasiment votre métier, en tout cas votre occupation. Il était de droite, vous êtes de gauche. Je n'ai pas raconté dans le livre notre histoire, mais je me suis inspirée de ça, de ce que l'on avait vécu, pour creuser cette idée-là, finalement. Qu'est-ce qui rapproche deux êtres, même quand ils ont des idées politiques différentes ?
quand ils sont engagés en politique, ils ont la passion de la politique et ils ont justement chacun des idéaux pour lesquels au fond, ils sont prêts à sacrifier beaucoup de choses. Et ça les rapproche. Puis ensuite, il y a aussi la notion du désir, parce qu'au fond, le désir se nourrit de l'altérité, se nourrit de la transgression, bien sûr. Et ça, c'était aussi un thème que je voulais aborder. Le désir, il est extrêmement malin, ironique. Il a beaucoup de détours, mais il fait beaucoup de blagues, en fait, le désir. La clandestinité, qui est dans le livre un processus littéraire, mais cette clandestinité, elle exprime quand même le fait que normalement, ce désir, il est indicible. Vous avez quelqu'un qui devrait être votre ennemi en face de vous. Normalement, vous ne pouvez pas exprimer le fait que vous pouvez ressentir un désir physique pour cette personne. Et pourtant, c'est bien parce qu'il y a une forme de barrière que aussi le désir peut naître. Parce que le désir est entravé. Oui, le désir entravé n'en est souvent que plus fort. Vous savez bien qu'il n'y a de pire ennemi du désir que l'habitude et la facilité. Évidemment, quand il y a au départ une barrière infranchissable, c'est là qu'il peut naître. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, bien entendu. Est-ce que les femmes, aujourd'hui, encore en 2018, est-ce qu'elles ne donnent pas trop de place à l'amour dans leur vie ? C'est ce que vit votre héroïne, au fond. Alors elle refuse de donner trop de place. Elle choisit la place qu'elle va donner à cet amour. Mais ils choisissent les règles selon lesquelles ils vont faire vivre leur amour. Et tout n'est pas permis, tout n'est pas possible. Aussi, il y a un intérêt supérieur qui les entrave. Et en même temps, qui permet la perpétuation du désir et de l'histoire. Et je crois que c'est important aussi, ça, de conserver une certaine tenue dans l'amour ou dans la relation. En tout cas, dans une relation sentimentale ou quelconque avec l'autre. Il faut jamais considérer l'autre comme simplement une extension de soi-même, enfin. Donc on lui doit le respect. Et ce respect passe par un certain nombre de choses qui varient selon les personnes. Mais moi, je pense qu'il faut respecter cette altérité qui est indépassable, au fond. Et qu'est-ce que cette expérience amoureuse clandestine vous a apporté, vous, en tant que femme ? La sensation de vivre. Quand on fait beaucoup de politique, on est tout le jour dans une extériorité. On est dans des combats, on cherche à convaincre. Donc on va chercher des électeurs, on se met... Bien sûr, on se met au service des autres, on les écoute, on doit répondre à leurs attentes. On s'oublie parfois soi-même. Et oublier son corps ? Et du coup, oublier son corps, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça se voit parfois chez certains hommes politiques. J'ai l'impression que les femmes font plus attention. Mais il y a une dégradation des corps, souvent, quand même, chez certains. Et on oublie le désir aussi ? Et on oublie le désir, on l'enferme, on le met sous le tapis. Il n'y a pas de meilleur aliment pour mener de grands combats, faire de grandes choses que la passion aussi, tout simplement. On fait de la politique par passion et on peut aussi nourrir son engagement par les passions qu'on est capable de vivre par ailleurs, oui, bien sûr. En quittant la politique, Aurélie, de quoi vous êtes-vous délivrée ? Est-ce qu'il y a un désir en vous qu'aujourd'hui vous entendez mieux ou autrement ? Un désir de liberté, ça, assurément. Le désir de mener sa vie, comme on l'entend. Tout simplement de pouvoir être maître de son temps, pleinement. Et puis, de ne pas vivre en permanence sous le regard d'autrui. D'être libéré de ce regard-là, inquisiteur. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment très appréciable. De quoi les femmes aujourd'hui doivent-elles encore s'émanciper ? Comment gagner un empowerment, d'après vous ? Elles doivent continuer d'abord d'avoir conscience que tout n'est pas réglé pour elles. Bon, ça, je pense que c'est assez clair. Et ne rien céder sur leur désir. Souvent, le désir des femmes, il est inaudible. Une femme qui va exprimer son désir, qui va parler de son désir, de son plaisir, de ses aspirations, de sa... J'allais dire de sa libido, qui est libido pas forcément seulement je veux dire physique, c'est pas ça, mais son désir de puissance quelque part.
de conquête, justement. Que ce soit un poste de pouvoir, que ce soit une responsabilité quelconque, que ce soit dans sa vie sentimentale, bien sûr. Une femme doit pouvoir exprimer ses désirs sans que cela lui vaille systématiquement des jugements et des condamnations. Et ça, c'est toujours pas acquis. Une femme en position de pouvoir, par exemple, au Moyen-Âge, ça s'appelait des sorcières. C'était des femmes qui avaient un vrai pouvoir de connaissance sur les plantes, alors on leur prêtait des pouvoirs sur l'avenir, mais sur les sentiments, etc. En fait, c'était vraisemblablement des femmes qui simplement étaient différentes, qui ne se soumettaient pas à la loi sociale commune. Et donc, on les punissait en les traitant de sorcières et en les brûlant. Aujourd'hui, une femme dans une position de pouvoir, une femme qui cherche à assumer un certain charisme, une certaine autorité, elle est quand même un petit peu encore considérée comme une sorcière. Il faut la domestiquer. Et j'espère et je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne se laissent pas domestiquer, qui continuent au contraire à défendre leur ensauvagement. Comment, en 2018, Aurélie, donner corps au féminisme ? Quel est pour vous le nouveau visage du féminisme ? Je pense que ça passe par les prises de parole, oui. Le fait que MeToo se soit exprimé par justement du discours, c'est-à-dire à un moment les femmes qui disent, soit par l'écrit, soit en prenant des micros, qui disent ce qui leur est arrivé, c'est beaucoup plus transgressif encore que ce qu'on en a dit. Ça veut dire qu'elles s'approprient l'ordre du discours, qui était l'ordre masculin par excellence. Alors on peut dire, ah oui, mais ça ne débouche pas sur des affaires judiciaires, sur ceci, sur cela. C'est presque plus important. Parce que justement, elles veulent dire, et en disant, elles font advenir une nouvelle réalité dans le monde, qui est celle où on ne pourra plus avoir un certain nombre de comportements de la part de certains hommes. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande avancée, ce mouvement de prise de parole collectif. Le nombre de femmes qui ont parlé, qui se sont exprimées à ce moment-là, c'est vraiment révolutionnaire. Et ce qu'elle demande, c'est le respect du corps. Le respect, mais bien sûr. Et à aucun moment, elle ne demande à oublier les hommes ou à les castrer, à les priver de leur séduction, mais bien entendu que non. Et au contraire, la séduction, c'est quand même bien mieux quand il y a deux personnes en situation d'égalité, qui sont l'une en face de l'autre, et qui se disent l'un à l'autre leurs désirs. C'est beaucoup mieux que si l'un domine l'autre. Enfin. En janvier 2017, à Los Angeles, Nathalie Portman appelait les femmes à faire leur révolution du désir. Et vous, Aurélie, avez-vous fait votre révolution du désir ? Ah oui, moi je crois que j'assume tout à fait, oui, mon désir, c'est-à-dire mon désir d'être telle que je suis, d'être une femme libre, de me construire ma vie de la manière qui me convienne le mieux, c'est-à-dire en inventant mon propre chemin. Quitte à transgresser les codes ? Tant pis pour les codes. Mais moi, j'ai l'impression d'être une femme libre. Et au fond, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'être. Votre fille est née à une vingtaine d'années. Oui, 20 ans. Est-ce que vous en parlez ensemble ? Du féminisme, de la liberté d'être ? Alors, on en parle, bien sûr. Et en même temps, j'essaye justement de respecter sa liberté à elle. Donc, de ne pas vouloir lui imposer de choses, d'idées, d'idéologies qui sont les miennes, mais moi, je veux qu'elle fasse son propre chemin. Donc, j'essaye de lui laisser le plus grand espace pour se construire elle-même ses convictions, ses idées, ses idéaux. Aurélie, une dernière question. Quelle a été votre plus grande audace ? Je dirais de quitter le gouvernement, de renoncer au poste de ministre de la Culture parce que je n'étais plus d'accord. Donc, vous avez dit non ? J'ai dit non, oui. Je pense que c'est ma plus grande audace, oui. Et pourquoi vous avez dit non ? Parce que je voulais respecter la petite fille que j'avais été, l'adolescente pleine de révolte et en même temps d'espoir, qui s'imaginait un jour être à Paris. Voilà, je voulais être fidèle à cette jeune fille que j'avais été.
c'est un côté un peu Antigone, en fait. Et il se trouve que quand j'avais 15 ans, j'ai joué Antigone au théâtre. Ça m'a toujours beaucoup marqué. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'à 41 ans, j'ai décidé de faire un petit peu mon Antigone en disant non. Et de rester fidèle à vos idéaux. J'ai choisi mes idéaux. J'ai choisi la loyauté à mes idéaux plutôt que le désir de conserver le pouvoir. Évidemment, c'est très orgueilleux aussi, hein, bien sûr. Mais c'est aussi une satisfaction profonde de savoir qu'on est capable de renoncer au pouvoir. Pour gagner en liberté d'être. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus fort que la liberté. Et je dirais surtout quand on est une femme et que rien ne vous a été donné au départ. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Et merci de nous avoir écoutés. Plongez dans les idéaux d'Aurélie Filippetti, son dernier roman publié aux éditions Fayard. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir, by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @MadameFigaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs. Ce podcast nommé Désir vous a été présenté par Yves Saint Laurent Beauté, qui parle aux femmes. Ces femmes qui revendiquent tous leurs désirs. Celui d'être belle, celui d'être forte, d'être différente, extrême, subversive.